Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Aventure Crypto. Aujourd'hui, on est avec Thibaut de la chaîne Éternel Étudiant pour parler d'un sujet, bon, je pense qui est assez présent actuellement dans toutes les têtes, qui est l'inflation. Donc voilà, qui n'arrête pas d'augmenter dans tous les pays, bon, avec des différences, mais bon, avec des chiffres qui sont quand même importants. Et bon, personnellement, pour les personnes peut-être un peu plus jeunes, avec des chiffres qu'on n'a jamais vus, voilà, une situation qui est quand même assez spécial. Et c'était pour voir avec Thibaut ce qu'il pense justement des cryptos par rapport à l'inflation et voir si ça peut permettre dans une certaine mesure ou même voilà, voir dans quelle mesure ça pourrait permettre de protéger de l'inflation, d'être voilà, d'être investi dans le domaine des crypto-monnaies, discuter avec lui, d'échanger, voir ce qu'il en pense un peu sur ce sujet-là. Donc Thibaut, je sais pas, toi, peut-être pour commencer, est-ce que tu investis dans les crypto-monnaies en partie aussi pour te protéger de l'inflation ou comment tu vois le sujet? Alors c'est un peu compliqué, c'est un sujet qui va être complexe, je pense qu'on aura pas mal de choses à dire ensemble. Moi, ça fait plus de 4 ans et demi aujourd'hui que j'investis dans la crypto. De manière fondamentale, on peut dire que oui, les crypto-monnaies dans la tête des gens, c'est théoriquement un moyen de pouvoir se protéger de l'inflation. Et quand on regarde les performances du Bitcoin, en tout cas depuis sa création, hein, le white paper, ça a été publié en 2008 et le Genesis block, donc le premier bloc qui a été miné pour le Bitcoin, c'était en janvier 2009. Et on voit les performances du Bitcoin, si on prend juste pas les tout débuts des tout premiers prix, mais on va dire de 1 centime jusqu'à 69 000 $, le pic qu'on a eu en fin 2021. Son prix a été multiplié par 6,9 millions de fois. Donc oui, il y a une volatilité qui est importante. Et oui, ses performances ont été incroyables depuis sa création. Donc si on prend juste cet aspect-là, juste en termes de performance de prix, oui, ça a permis de très largement battre l'inflation. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui investissent sur le Bitcoin, ils ne l'achètent plus à 1 centime. Il faudra voir au moment où tu vas publier cette vidéo. Mais on commence à être dans un environnement qui est assez différent de ceux qu'on a connus il y a quelques années en arrière. Et quand on prend les performances entre le pic, notamment là, de 2017, qui était de 20 000 $ à peu près pour le Bitcoin, et là, le prix où on est aujourd'hui, là, en tout cas, à l'heure où on tourne cette vidéo, on est à peu près pareil vers les 20 000 $. Donc, si on prend les performances là sur les 5 dernières années, entre 2017 et 2022, pour celui qui a juste fait du hold, du buy and hold, qui n'a pas fait un DCA, qui a juste détenu du Bitcoin, là, pour le coup, on peut dire que ça n'a pas battu l'inflation, parce qu'on se retrouve au même pic. Admettons que ce soit quelqu'un qui a acheté au pic de 2017. Voilà. J'ai acheté à 20 000. Là, je me retrouve à faire du buy and hold pendant 5 ans. Je me retrouve aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, encore à 20 000. Là, voilà, avec une inflation en France, je crois que je sais plus, c'est un peu plus de 8%. Aux États-Unis, pareil, 8,5, un truc comme ça. Donc, non, on peut dire que là, pour le coup, ça n'a pas vraiment battu l'inflation. Mais euh, euh, c'est dans la tête de beaucoup de gens. Théoriquement, c'est censé le faire parce que c'est un actif qui n'est pas censé être corrélé aux autres classes d'actifs, mais dans la réalité, c'est pas ce qu'on observe non plus. C'est-à-dire que Mm. on dit souvent bah, le marché action n'a rien à voir, par exemple, avec le marché crypto, mais c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Quand les taux d'intérêt augmentent, on voit que ça fait baisser les marchés financiers, notamment le marché action, etc. Et tous les risques on assets, donc tous les actifs les plus risqués comme les crypto-monnaies, ça les fait baisser d'autant plus parce que les gens voient ce genre d'actifs comme étant beaucoup plus risqués. Donc, quand on a les taux d'intérêt qui augmentent, parce que pour lutter contre l'inflation, on peut en général augmenter les taux d'intérêt. Et donc, quand on augmente les taux d'intérêt, on voit le marché action qui baisse, on voit les crypto-monnaies qui baissent encore plus, et inversement. C'est-à-dire que quand on a les taux d'intérêt qui baissent beaucoup, on va avoir le marché action qui va augmenter parce que souvent l'argent est pas cher et donc il y en a beaucoup qui peuvent utiliser de l'effet de levier, etc. pour investir et qui vont décider après de prendre plus de risques pour investir dans le domaine des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je ne vois pas vraiment une décorrélation entre le marché action, les marchés traditionnels et puis le marché des crypto-monnaies. Et en plus de ça, ce qui est super important, c'est que le marché des cryptos, pour l'instant, il n'a connu, on va dire, qu'un type d'événement de marché. C'est-à-dire que le Bitcoin a été créé en réponse avec la crise des subprimes en 2008. Et depuis, on est sur une politique monétaire avec pas mal d'inflation, justement. Mais on n'a pas on n'a pas vraiment connu une grosse crise, à part celle liée là, récemment avec le Covid, où on commence à rentrer maintenant en récession. Mais le Bitcoin n'a pas connu
de vraies crises, comme par exemple la Grande Dépression, etc., etc. Donc on peut se poser la question, est-ce que le Bitcoin pourra jouer son rôle de réserve de valeur, de protection d'actifs dans un environnement pour lequel il n'a pas encore été testé? Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, quoi. Oui, tout à fait. Mais après, voilà, tu as touché plusieurs points qui sont intéressants. Je sais pas si je vais me rappeler de tous, mais oui, oui, je suis d'accord avec ton analyse. Mais déjà, je voulais peut-être rebondir sur ce que tu as dit au début, sur le fait que, oui, effectivement, sur l'historique, il y a une rentabilité qui permet bon, de penser que sur le long terme, on va pouvoir battre l'inflation. Donc, avec des rendements annualisés, je crois que jusqu'à l'année dernière ou en 2020, on était autour de 200% annualisés sur le Bitcoin. Mais voilà, c'est une moyenne annuelle sur toute la période de vie en commençant voilà depuis le début avec un actif qui valait, comme tu l'as dit, quelques centimes, jusqu'à voilà qui a fait des pics à 20 à 60 000. Mais ce qu'on observe, voilà, c'est sur le long terme, effectivement, les investisseurs qui hold cette crypto ou qui hold voilà d'autres types de crypto sont gagnants parce que les cours ont tendance à monter, mais comme le marché des actions, après dans une moindre mesure les pourcentages de gains. Mais voilà, il faut quand même se positionner dans une période de temps assez longue et voilà avoir des attentes raisonnables par rapport au pourcentage de gains, c'est-à-dire que voilà sur le Bitcoin concrètement, pas espérer faire des fois 10 000 comme ceux qui sont rentrés très tôt dans les années 2010, 2011, 2012, qui ont eu bon la chance entre guillemets de pas avoir vendu jusque là, mais bon il faut savoir aussi qu'il y en a très peu qui ont conservé sur toutes ces années ces bagues. Il y en a beaucoup au final qui ont vendu quand le prix a fait 1 fois 10, 1 fois 100 et qui ont perdu les 6 millions de pourcents après. Donc voilà, c'est recadrer aussi un peu les messages qu'on entend souvent en disant oui voilà ça permet de vaincre l'inflation. Alors oui ça peut le permettre, mais voilà sur une période de temps assez longue avec des pourcentages maintenant sur certaines cryptos qu'il faut quand même remettre dans le contexte et ne pas espérer des fois 10 000 et aussi voilà une gestion peut-être un peu plus active si on veut encore plus profiter de ça, c'est-à-dire bon suivre les cycles, racheter au plus bas, vendre ou au moins une partie, prendre des bénéfices au plus haut pour pouvoir rentrer, voilà faire une gestion quand même active ou semi-active de son portefeuille pour pouvoir en plus maximiser son portefeuille sur le long terme, quoi. Et Après, il y après a, il y a- il y a aussi un point qui est important, c'est que dans la tête des gens, on entend beaucoup parler comme quoi le Bitcoin, ça serait l'or 2.0. Donc l'or, on sait que même les métaux précieux de manière générale, c'est la réserve de valeur par excellence. Ça a été testé depuis des milliers d'années, que ce soit dans des périodes de récession, de guerre, etc., etc. Ça a toujours permis de conserver sa valeur. D'ailleurs, de l'or, il y a des centaines d'années, ça a toujours une valeur aujourd'hui, ce qui n'est absolument pas le cas avec les monnaies fiduciaires. Et ce qui est intéressant avec le Bitcoin et ce qui rentre en fait dans l'inconscient des gens, c'est que la politique monétaire du Bitcoin est connue. On sait que tous les 4 ans, il y a un halving, donc il y a les récompenses par bloc qui sont divisées par 2. Donc l'émission des nouveaux Bitcoins à chaque fois est divisée par 2, jusqu'à arriver, on verra en fonction de comment ça va se passer, mais théoriquement, d'ici l'année 2140, on devrait arriver au dernier Bitcoin qui serait miné, qui serait mis en circulation. Donc, dans la tête des gens, quand on a une politique monétaire qui est connue, qui peut être prévisible, et qu'on sait théoriquement, on ne pourrait pas voir notre pouvoir d'achat se faire diluer parce que derrière, c'est un ordinateur qui va réguler tout ça et pas une poignée d'élites qui peuvent faire finalement un peu ce qu'ils veulent. Donc ça rassure quand même les gens, mais ça, c'est la théorie. Et dans la pratique, on se rend compte que pour l'instant, on voit que c'est plutôt vu comme un actif, un nouvel actif très spéculatif, où la plupart des hedge funds, la plupart des gros gestionnaires de patrimoine ou autres, déjà, n'ont pas pu tous rentrer dessus et n'ont absolument pas envie, pour l'instant, tous de rentrer sur ce nouveau marché. Il y a des grosses banques qui ont décidé d'y aller dessus, mais ils le voient comme un moyen de faire de l'argent. Hein. Wall Street, ils ne le voient absolument pas comme étant un moyen pour se hedger contre l'inflation. Hein. Ils le voient comme un actif sur lequel ils peuvent faire de l'argent. Et donc, s'ils doivent le vendre parce qu'à un moment donné, il y a un retournement de marché ou autre, ils vont le faire. Et c'est pour l'instant, je trouve, plus dans la tête de pas mal de particuliers qui le voient théoriquement comme un moyen de se protéger contre l'inflation. Mais voilà, il faut vraiment mettre ça en perspective, de se dire qu'on est sur un moment historique
où on a eu une expansion monétaire comme on n'a jamais eu depuis la crise des subprimes et qu'on n'a pas connu une période de grosse récession comme par exemple la dépression de 29, etc., la Grande Dépression. Et on ne sait pas comment véritablement le Bitcoin va évoluer dans ce nouvel environnement. Moi, je reste quand même plutôt positif et haussier toujours sur le marché des crypto-monnaies, mais il faut être très vigilant par rapport à ce que vous allez pouvoir voir sur Internet, parce que derrière, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans des positions très compliquées. Parce que si demain vous vous dites ah bah c'est bon, c'est le meilleur moyen pour se protéger de l'inflation, je mets tout mon argent dessus, et que derrière Bitcoin prend un moins 60 à moins 70%, bon, à un moment donné, je pense qu'il remontera comme il l'a toujours fait, mais voilà, on reste sur un actif qui est quand même extrêmement récent. Il a à peine 13 ans aujourd'hui, et voilà, oui, c'est très prometteur, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est très, très, très récent, et on n'a absolument pas le recul nécessaire aujourd'hui, comme d'autres classes d'actifs comme les métaux précieux, qui, eux, pour le coup, c'est avéré, c'est vu dans la majorité des gens comme un moyen pour se hedger contre l'inflation. Et d'ailleurs, pour ça aussi que les banques centrales en achètent en masse, notamment en Chine. Oui, tout à fait d'accord sur la position justement des institutionnels par rapport à ça. On a vu, voilà, sur le dernier bull run, pour la première fois, un petit peu des rentrées massives d'institutionnels, mais avec clairement une idée, voilà, de profiter du bull run, avec une gestion du risque qu'on leur connaît, c'est-à-dire, voilà, ils prennent du risque sur la fin du bull run en sachant à peu près ce qu'ils font, mais dès qu'il y a un retournement, ils ont vendu. C'est-à-dire, c'était pas des convaincus de la technologie ou de l'aspect réserve de valeur, c'était vraiment faire un billet rapide là-dessus. Et dès qu'il y a eu un retournement de marché, que ça a commencé et qu'on recommençait à baisser, voilà, ils ont pris leur gain et ils sont partis. Et pour les particuliers, c'est un peu pareil. Au final, il faut quand même adopter une gestion du risque, comme tu l'as dit, qui est raisonnable et pas mettre toutes ses billes sur les crypto-monnaies parce qu'on a entendu que ça pouvait protéger de l'inflation. Malheureusement, on risque de connaître ce scénario dont tu parles de crash boursier important. Alors, on sait pas dans quelle proportion, mais ça quand même avec tout l'argent qui a été imprimé pour la crise du Covid et les réminiscences depuis 2008, tout l'argent qui a été imprimé, à un moment, il faudra bien qu'on paye un peu la facture. Donc du coup, à voir, il y a pas mal d'acteurs qui commencent à parler d'un crash ou récession pour fin 2022, début 2023. Donc à voir comment ça évolue et à voir aussi comment les crypto-monnaies évoluent dans ce contexte-là, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a vu que période d'inflation ou avec des bull run ou au moins un cycle haussier sur tous les actifs, mais les crypto-monnaies performent bien parce qu'au final, il y a une partie des gens qui veulent profiter de cette hausse et pour au moins une partie de son capital rentrer sur cette classe d'actifs pour profiter de la hausse. Mais dès que ça baisse aussi, là par contre, la gestion du risque, la mentalité des investisseurs s'inverse complètement. Il faut plus prendre de risques, on va aller hedger le risque. Et du coup, c'est les crypto-monnaies, pour les portefeuilles un peu plus institutionnels, c'est la première classe d'actifs qui va être vendue. Et pour les particuliers aussi, voilà, dès que ça a commencé à baisser, il y a eu un peu plus de prudence qui s'est remis dans les marchés, dans la tête des investisseurs. Voilà, le premier truc à penser, voilà, je vais vendre ma crypto, au moins une partie, ça, au moins sur cette partie-là, je suis sûr que je vais pas encaisser plus de pertes. Et du coup, voilà, il y a sa position à soi par rapport à tout ça. Mais il faut aussi penser, voilà, que l'attitude des autres acteurs, voir comment ils vont réagir, et pas en se disant, bon, oui, là, moi je crois vraiment que c'est fondamentalement que c'est une réserve de valeur. Du coup, je vais vraiment hold quoi qu'il arrive. Et au final, se retrouver, comme tu l'as dit, avec un Bitcoin sans avoir rien bougé depuis 2017, qui a la même valeur si on l'a acheté au pic. Donc bon, au final, avoir 5 ans de rendement nul, si dans la situation où on a acheté au niveau du pic, on a revendu 5 ans après. Donc Ça, après, c'est rendement nul, mais même rendement négatif, parce que si on prend en compte l'inflation sur les 5 oui, dernières années, tu as perdu de en l'argent en termes de nominal, pouvoir en d'achat. réel, Voilà. ouais. En termes de pouvoir d'achat. Et puis derrière aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est dans un endroit, dans un moment dans l'histoire où on est historiquement sur des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas. On a même eu à un moment donné dans certains pays des taux d'intérêt négatifs, ce qui est d'un point de vue économique une hérésie totale. C'est-à-dire qu'on vous prête de l'argent pour que vous puissiez emprunter de l'argent, et si vous épargnez, vous perdez de l'argent, sans compter après l'inflation, etc. C'est-à-dire que si vous déposez de l'argent à la banque, vous n'êtes même pas rémunéré, vous perdez de l'argent. Voilà. Donc ça, c'était une réalité. Donc il y en a qui disent que les taux d'intérêt vont continuer de baisser.
Donc, dans ce cas-là, si c'est ce phénomène-là, il faudra voir après comment vont réagir les marchés, pour le coup, parce que ça veut dire que l'argent, là, il est vraiment pas cher, et donc on donne de l'argent pour pouvoir emprunter. Donc, plus on a d'argent, plus cet argent-là, il faut qu'il aille quelque part. Hein. Et donc, souvent, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils savent un peu comment fonctionne l'inflation, et ils vont utiliser cet argent-là pour les placer sur les marchés financiers, l'immobilier, dans les cryptos éventuellement. Mais c'est pour ça que quand on a de l'argent pas cher, cet argent va se parquer quelque part. Souvent, c'est dans des actifs. Et donc, c'est pour ça qu'on a des actifs souvent qui crèvent les plafonds. Par contre, dans le contexte inverse, c'est-à-dire que là, et moi, c'est ce que je pense qui va arriver, et c'est ce qu'on voit, en tout cas dans les discussions avec les banques centrales, avec Powell, et puis etc., à la Fed, et puis dans d'autres banques centrales, ils parlent plus d'une remontée des taux. Et dans le cas où on a une remontée des taux d'intérêt, là, c'est-à-dire que l'argent, du coup, coûte plus cher, les gens ont un petit peu plus peur pour investir, parce que il faut plus qu'ils fassent trop n'importe quoi. Hein. L'argent commence à coûter un peu plus coûter justement un petit peu plus cher. Et du coup, en général, ce qu'on voit et ce qu'on observe, c'est une baisse des marchés financiers et une baisse des actifs qui sont les plus volatiles et les plus risqués dans la tête des investisseurs. Et du coup, voilà, ça fait plutôt peur. Et un autre point qu'il faut avoir en tête, c'est que la vision de protection, en tout cas de l'inflation, enfin, l'utilisation des crypto-monnaies pour se protéger de l'inflation va pas être identique en fonction aussi des pays. C'est-à-dire qu'en Europe, on est quand même sur un endroit où, oui, il y a de l'inflation, mais on n'est pas dans un pays de non-droit, on n'est pas dans un pays, alors je ne veux pas parler de corruption, mais on n'est pas dans un pays, par exemple, sur lequel il n'y a absolument pas de droits de l'homme, sur lequel on est vraiment sur des élites qui sont 100% corrompues, bien que je suis persuadé que dans les commentaires, il y en a qui diront qu'en France, c'est le cas aussi, mais je veux dire, par exemple, en Afrique ou même au Venezuela, on l'a vu, il y a plein de données qui le montrent, que les personnes qui vivent dans ces pays-là, sur lesquels on a une inflation, même une hyperinflation dans ce genre de pays, que ces personnes préfèrent, dans ce contexte-là, utiliser du Bitcoin que leur monnaie fiat, et ce qu'on comprend. Mais c'est dans des contextes très particuliers. C'est dans des contextes avec des niveaux d'inflation. On ne parle même plus d'inflation, là, encore une fois, hein, au Venezuela ou en Argentine, on parle d'hyperinflation. Et beaucoup disent, regardez, dans ces pays-là, ils l'utilisent, donc c'est un moyen de se protéger. Oui, mais le contexte n'est pas du tout le même. En Europe, on n'est pas sur un phénomène d'hyperinflation, et je ne suis pas persuadé que dans la tête des gens en Europe, quand on parle de Bitcoin, ils le voient, pour monsieur et madame tout le monde, hein, ils le voient comme un moyen de se protéger contre l'inflation. Quand on vit au Venezuela ou en Argentine, on n'a pas besoin de leur expliquer 50 fois l'intérêt du Bitcoin, la valeur que ça peut apporter et l'intérêt que ça peut avoir pour eux, parce qu'ils vivent dans un écosystème qui peut être favorable à l'émergence de ces nouvelles technologies. Mais nous, on est sur un contexte complètement différent, et en Europe en tout cas, quand on parle à monsieur et madame tout le monde du Bitcoin, ils le voient comme un outil très spéculatif sur lequel il y a énormément de risques, et absolument pas, en tout cas, comme un moyen aujourd'hui de se hedger contre l'inflation. Oui, tout à fait. Et même, je sais même pas si les gens ont conscience en général qu'il y ait moyen, à travers l'investissement, de se protéger de l'inflation. C'est plus comme quelque chose qui est subi, et que quelque chose qu'on vraiment peut vraiment faire quelque chose. Et l'attitude, c'est plus, oui, il faut rejeter un peu pas la faute, mais on dit, bon, là, il faut faire quelque chose, on peut pas continuer comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être pas cette mentalité, ou même, bon, peut-être du fait de l'éducation européenne, et en France peut-être concrètement, mais ce fait de vouloir investir vraiment pour faire grossir son capital, pour se protéger de l'inflation. En France, l'investissement principal, c'est l'immobilier. Je pense alors j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais on parle de peut-être 70 ou 80% des Français où leur seul investissement ou leur investissement principal, c'est voilà, dans l'immobilier, la résidence principale, la résidence secondaire. On voit, comme tu as dit, en période de contraction de crédit, parce que là, c'est ce qu'on va vivre concrètement après une inflation, une impression monétaire qui a mené à l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, voilà, aux alentours de 8-10%. Je sais pas la moyenne de la zone euro, mais on va être dans ces eaux-là. Et donc, en gros, les banques centrales, la seule option qu'ils ont maintenant pour essayer de combattre un peu tout ça, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, sinon il va y avoir des gros problèmes au niveau social, économique, et du coup c'est remonter les taux. Et on a vu que même avec des remontées de taux, et c'est pas encore très important, ce qu'on voit en Europe, hein, de l'ordre de 0,5, voilà, petit à petit ils y vont vraiment très doucement, mais juste en y remontant un peu ces taux, le fait d'être
dans un contexte où les banques avant prêtaient à 1, 2, 3% pour acheter sa résidence principale parce que elles touchaient de l'argent à taux négatif. Le fait de remonter un peu les barrières d'emprunt interbancaire, enfin entre les banques commerciales et la banque centrale, mais juste ça fait que oui, avec des taux d'intérêt à 1-2% s'ils sont plus rentables sur leurs emprunts, du coup ils sont obligés de me remonter les crédits maison. Et là j'ai vu passer un chiffre, il me semble que c'est, alors je sais plus exactement, on peut peut-être dire une bêtise, mais 2 ou 3 sur 5 des demandeurs d'argent ou d'emprunt pour acheter un bien immobilier qui se faisait rejeter. Il y a un an, c'était tout le monde passait, c'était un peu frimonie. Open bar, et là, voilà. Ouais, là, on revoit vraiment un resserrement des conditions. Et donc, du coup, sur le court terme, voilà, sur fin 2022, 2023, voir ce que ça réserve. Mais je pense qu'il y aura vraiment une contraction du crédit et une contraction de l'économie, donc potentiellement une récession et un crash des actifs en général. Et bien sûr, la crypto-monnaie ne sera pas épargnée et peut-être sera, comme on l'a dit, même plus impacté que d'autres classes d'actifs sur le court terme, du fait que c'est considéré généralement comme risqué parce que volatile. Et du coup, voilà, les gens vont hedger leur portefeuille au maximum dans le cas d'un gros cash boursier d'une récession. Et au moins sur le court terme, donc on parle peut-être 2022-2023. Après, c'est mon point de vue. Encore une fois, je peux me tromper tout à fait, mais voilà, moi je vois bien un scénario dans lequel ça va continuer encore un peu de baisser parce que les gens vont pas vouloir prendre de risques avec un contexte. Voilà, si la hausse des taux ne permet pas de juguler l'inflation tout de suite, et puis il va falloir encore hausser les taux, donc resserrement de liquidité encore plus. Et on est vraiment sur une période aussi d'incertitude. Alors on a parlé des taux, mais il y a une période d'incertitude au niveau des entreprises, au niveau de l'emploi, en France, au niveau des aides, de la sécurité sociale, du système des retraites. Enfin, là, je parle de la France, mais il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes aujourd'hui de ce à quoi risque de ressembler le monde dans plusieurs années. Et pour beaucoup de gens, cette incertitude ne les incite pas forcément non plus aussi à investir. Il n'y a qu'à voir ce qui s'était passé quand aux États-Unis, ils avaient donné les $1 200 de stimulus check. Là, ils l'ont fait 2 fois, je crois. Mais le premier, quand ils l'avaient donné, les $1 200, c'était pour relancer l'économie parce qu'ils voyaient que les gens avaient peur. Et quand les gens ont peur, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ne vont pas utiliser cet argent-là pour aller consommer, acheter des télévisions ou n'importe quoi. Là, ce qui s'était passé, quand ils ont donné de l'argent, ces personnes ont soit gardé l'argent sous le matelas en se disant j'en aurai au cas où il se passe quelque chose. Et puis pour d'autres, ils ont décidé de l'investir directement. Mais on voit que la mentalité des gens, elle est aussi très sujet à la vision que ces gens-là vont avoir de l'avenir. S'il y a beaucoup d'incertitudes, on va faire attention. Si on est sûr que l'argent est pas cher et tout coule à flot, c'est bon, il n'y a pas de souci, on va investir, c'est open bar. Et ça, pour l'instant, c'est très, très, très régulé. C'est très, très, très dépendant, en tout cas, des politiques monétaires qui sont mis en place aujourd'hui par les banques centrales. Après, tout à fait, moi je comprends tout à fait la position de beaucoup de monde de se dire, ouais, au final, comme il y a beaucoup d'incertitudes et ça dépend aussi de ton contexte, voilà, financier et familial, on va pas investir, on va garder l'argent. Après, il faut bien avoir conscience aussi. Je comprends tout à fait cette posture et il y a pas de problème à faire ça. Après, il faut au moins avoir bien en tête que c'est un peu, on est entre un marteau et une enclume, quoi, parce que si tu fais rien, que tu mets tout de côté, avec une inflation à 10%, voilà, c'est tous les ans tu perds 10% en pouvoir d'achat sur cette somme-là. Donc en nominal, oui, tu auras toujours tes euros à la banque qui n'auront pas bougé, qui seront là. Ils te donneront peut-être une maigre compensation, quelques fractions de pourcents, mais 1 ou 2%, parce qu'il faut leur monter un peu le taux du livret A. Mais bon, voilà, c'est ridicule par rapport à l'inflation. Et tous les ans, alors vous êtes sûr de pas prendre de risques entre guillemets sur des actifs plus volatifs à court terme, mais par contre là où vous êtes sûr, c'est de perdre du pouvoir d'achat sur le long terme et même tous les ans, tous les mois, avec des taux d'inflation importants, vous perdez du pouvoir d'achat. Et donc, du coup, vous protégez pas du tout contre l'inflation, vous la subissez de plein fouet si votre seule capacité de stockage financier, c'est juste en euros sur votre compte en banque. Mais petit à petit, votre pouvoir d'achat et ce capital-là, qui est souvent gagné un salaire et durement gagné, va s'éroder petit à petit. Et au final, c'est pas... On sait pas ce que le futur nous réserve, on sait pas ce que l'inflation donnera, mais bon, là, on sait, on voit très bien depuis la création de l'euro, les épargnants sont clairement perdants sur le moyen et long terme, quoi. Donc bon, du coup, c'est un peu, on prend pas de risque en épargnant
en euros, comme ça au moins on prend pas de risque sur la volatilité des actifs, mais on est sûr de perdre un certain pourcentage qui correspond à l'inflation d'argent tous les ans. Donc du coup, voilà, il faut le savoir. Et bon, si vous voulez combattre l'inflation et essayer de la limiter ou même de la battre, il va falloir forcément passer par se former et investir dans des actifs. Alors pas forcément les crypto-monnaies, même si une partie ça peut être intéressant parce que les pourcentages de rendement sur le long terme sont plus importants. Mais par contre, quoi que vous décidiez de faire, il va falloir se former et avoir une stratégie. Et comme on l'a dit au début, avoir un plan un petit peu sur le long terme et avoir des espérances, des objectifs réalistes en fonction de votre situation, des fondamentaux des différentes classes d'actifs. Après, s'il y en a plein qui vendent du rêve un petit peu en disant on peut investir très peu sur des crypto-monnaies pas connues et ça va forcément faire des chiffres mirobolants. Ce sera pas du tout le cas, ou alors sur un coup de chance. Mais concrètement, si vous voulez avoir quelque chose de sérieux et mettre le plus de chances de votre côté, dans le cas où l'optique c'est se protéger de l'inflation, il va falloir se former, il va falloir apprendre, faire des petites erreurs, mais voilà, toujours en gérant le risque du mieux possible et c'est du travail, mais à titre personnel, je considère que ça vaut le coup parce que sinon, voilà, on subit complètement l'inflation et les politiques monétaires et on peut rien faire. Et du coup, moi, ça me stresse plus d'être dans ce cas-là que de me dire que je prends peut-être des risques sur des actifs plus volatiles. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Thibaut, peut-être pour finir. Si, moi je suis d'accord avec ce que tu dis qu'aujourd'hui l'investissement c'est plus un luxe, c'est une nécessité. On peut commencer, on n'a pas besoin. Beaucoup de gens se disent ouais mais moi si j'investis 50 balles par mois ça sert à rien. Je suis absolument pas d'accord là-dessus. C'est sûr que si on investit 50 euros par mois, on va pas devenir millionnaire comme ça du jour au lendemain. Mais ça a quand même le mérite de quand même quand on investit des petites sommes d'argent de pouvoir acquérir de l'expérience. Et ça, l'expérience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. C'est quelque chose qui s'apprend en réalité, qu'on est capable d'acquérir avec le temps. Et il vaut mieux commencer à faire ses erreurs avec un petit budget, avec 50, 100 euros, plutôt que de le faire tout de suite avec des centaines de milliers d'euros. Et on pourra faire une autre vidéo pour parler justement des intérêts composés, d'investir sur le long terme, etc. Et on peut se rendre compte que même investir des petites sommes d'argent, si on fait les choses correctement et si on regarde les performances historiques sur certaines classes d'actifs, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit le marché action ou même l'immobilier, sur le long terme, ça fait des choses très intéressantes. Donc voilà, moi ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que même si vous êtes aujourd'hui dans des situations qui sont compliquées, voilà, on sait ce que c'est parce que nous aussi on est passé par ça, mais il faut que vous compreniez que l'investissement c'est pas non plus réservé à une élite, que vous pouvez aussi le faire. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert dans le domaine pour pouvoir commencer à faire les choses correctement. Comme je dis tout le temps, vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne le métro pour pouvoir prendre le métro ou de savoir exactement comment fonctionne une voiture pour pouvoir l'utiliser. Là, c'est pareil, vous avez des notions à savoir, vous avez des connaissances à avoir, bien évidemment, et vous n'avez pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr ou un bac+8 en finance pour pouvoir commencer à placer de l'argent sur les marchés financiers ou commencer, en tout cas, débuter à investir. Ça marche. Moi, je vais pas prendre plus de ton temps du coup. Et si tu veux peut-être te présenter ce que tu fais pour si les personnes sont intéressées par aller voir plus de contenu un peu en relation avec ce qu'on vient de parler. Oui, pour tous ceux qui sont intéressés par les sujets des finances personnelles, de l'investissement, de la création de business en ligne, développement personnel, etc., etc. J'ai une chaîne sur laquelle je partage tout ça. Je partage mon parcours, je partage pas mal d'infos. Elle s'appelle Éternel étudiant. Et voilà, je pense que tu mettras la chaîne dans la barre d'infos pour ceux qui voudront rejoindre. Ouais, ça marche. Donc oui, effectivement, vous aurez tous les liens dans la description pour si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Et donc voilà, si ça vous a plu et vous voulez avoir plus de contenu comme ça dans le futur, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc on vous laisse et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Salut à tous.